besoin de micro, enfin s'il vous plaît. Merci Didier, le maire. J'ai juste une question sur le projet que tu as de former un groupe je sais pas, de travail, de réflexion, un groupe politique. Quelle articulation fais-tu entre l'islamisme et l'effondrement de notre société? Est-ce que c'est la cause? Est-ce que c'est la conséquence? Est-ce que l'islamisme est la cause de l'effondrement? Est-ce que c'est la conséquence? C'est-à-dire que ça vient, l'islamisme vient sur les débris d'une société. Je dirais plutôt conséquence que cause, parce que après c'est aussi une cause, puisque je pense que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est à la fois le symptôme, parce qu'on aurait pu l'empêcher de naître. Or, on ne l'a pas empêché de naître. Et pourquoi ne l'a-t-on pas empêché de naître? Parce que nous ne nous comprenons plus nous-mêmes. Et nous ne nous comprenons plus nous-mêmes parce qu'il y a... Alors là, je pense qu'il y a un aveuglement dans la marchandisation de notre société, si vous voulez, dans le fait que l'argent est quand même le principal moteur, en tout cas aujourd'hui, des chefs d'État. On l'a vu pour la question ukrainienne. Je veux dire, regardez la politique de la France et de l'Allemagne. Ça a été... moi, ça fait des années, c'est un pays que j'aime beaucoup, que je connais bien. J'ai co-traduit un des plus grands poètes ukrainiens, Vassil Stous, il y a des années. Et un de mes amis était un dissident soviétique qui a fait 41 ans de goulag et 1 an et demi de camp de concentration nazi. C'est un des plus longs prisonniers politiques du monde. Donc, j'avais une amie qui était interprète au Parlement, à la Commission européenne. Et je suivais l'évolution de l'Ukraine depuis des années. Et c'était évident que ce qui allait se passer n'est pas une surprise. Pour moi, ne l'était pas. Mais l'Europe a désarmé l'Ukraine. L'Europe ne l'a pas soutenue, ne l'a pas accompagnée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des intérêts financiers qui sont passés devant. Et je pense que nous avons perdu notre conscience politique, qui s'ancre elle-même dans une conscience j'aime pas trop le mot de racine, mais de notre culture, de la spécificité de notre culture, qui est une culture humaniste, c'est-à-dire de l'individu, de la liberté, de l'égalité. Bon, ça s'est posé dans la Révolution française, dans les valeurs. Donc je dirais que l'islamisme, pour qu'il puisse se développer, il a fallu une certaine faiblesse idéologique qui est liée à ce contexte, la mondialisation, etc. Et après, je ne peux pas dire s'il y a une cause ou un effet. Aujourd'hui, il y a bien sûr une volonté de l'islamisme de fracturer les différentes nations en Europe, la Belgique, la France aussi, et de manière différente. Et donc il faut stopper cette offensive, mais comment dire, il faut élargir. C'est-à-dire que tant qu'on ne reprendra pas conscience de ce qui fait que nous sommes une seule et même société, nous n'y arriverons pas. Et c'est comme ça qu'on dépassera aussi les idéologies identitaires qui sont en train de se répandre et de fracturer très très violemment la nation, et qui sont peut-être d'ailleurs une menace encore plus grande. Moi je pense qu'en France c'est une menace plus forte que celle de l'islamisme, même s'il ne faut pas la négliger non plus, mais cette menace de fracture où chacun est assigné à une identité. Donc le wokisme. Le wokisme, ouais. Ouais. Le wokisme et la concurrence victimaire aussi, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque communauté, maintenant le principal statut qui nous permet d'exister politiquement en général, c'est de revendiquer le statut de victime et donc qui entraîne une sorte de concurrence victimaire entre Rachel Kahn parle oui. de victimocratie. Oui, alors, mais ça, c'est pas nouveau. Les nazis ont fait exactement de la même manière. C'est-à-dire que ça, c'est souvent pas très bien expliqué dans les livres d'histoire, peut-être pas suffisamment, mais on présente toujours Hitler ou Goebbels comme des chefs de la propagande et de la manipulation. Pas du tout. En fait, le ressort principal de la haine, c'est l'idée que l'on est victime. C'est ça qui va déclencher l'appétence pour la revanche.
Or, le fait qu'on ait insufflé à la société allemande qu'ils étaient victimes des Slaves qui allaient leur manger leur territoire et des Juifs qui n'étaient pas des Allemands à part entière, parce qu'ils avaient le pouvoir d'être à la fois des Allemands et autre chose. Alors là, c'était très très inquiétant. Eh bien, c'est ça qui est rentré dans les consciences et qui ensuite a pu être converti en programme politique. Et c'est pour ça qu'on revit la même chose en ce moment, c'est-à-dire la victimisation, en fait, est le moyen de former une communauté, parce que ces communautés n'existent pas. Qu'est-ce qui a imposé cette victimisation? D'où elle vient, cette tendance à la victimisation qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années? Alors, je pense qu'il y a la question du clientélisme politique derrière. C'est-à-dire que le clientélisme politique a encouragé, en France, on l'a vu avec Touche pas à mon pote, et l'éloge de la différence, et le droit à la différence, etc., avec les bons sentiments. C'est-à-dire que ça a été une manipulation politique pour obtenir des suffrages, avec aussi, on va bien faire monter l'extrême droite de l'autre côté, comme ça, par jeu électoral, on va pouvoir gagner les élections. Je pense que ça a été... Il y a une des raisons. En fait, c'est une dépolitisation du politique. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, nous en France, les partis sont des coquilles vides. Il y a quasiment plus de pensée. Et je peux vous dire que je vois ça même de près, parce que je vais vous donner la parole, mais parce qu'il n'y a plus... Mais je n'en reviens pas. Enfin, non, je suis dans une réunion publique, je ne peux pas tout dire. Donc, mais non, mais je peux citer personne, mais il faut savoir comment certains discours politiques sont faits et par qui. Voilà. C'est-à-dire que dans les partis, ils n'ont même plus la force de construire. Ils font appel en fait à des groupes de communication, ils font de la com, c'est de la com, si vous voulez. Mais il n'y a plus de pensée politique. Donc c'est une sorte de cancer de la pensée, enfin de désubstantialisation de la pensée politique. Et c'est pour ça qu'on a... Après, c'est un boulevard pour les journalistes, si vous voulez, et tous les gens qui ensuite, ils ne peuvent pas comprendre le réel. Pardon, je parle trop. Oui. Okay, merci. Oui, merci. En tout cas, bravo pour votre courage. Ça, c'est vraiment, j'admire ça. Et c'est touchant, oui, effectivement. Mais pour moi, il y a quelque chose qui cloche encore. Et vous avez certainement raison. Moi, je pense la même chose. L'aveuglement, on ne sait plus trop où on en est, etc. Mais il reste quand même un point où je m'interroge, et quand je m'interroge et que j'en parle, je me fais traiter de complotiste, c'est de dire qu'il y a quand même un pouvoir. Et ce pouvoir est absent aussi. Donc, est-ce qu'il est complice ou bien qu'est-ce qui se passe avec ce pouvoir? Il y a quand même une sécurité de l'État qui peut dire « Oh, stop, attention, il y a un danger pour l'État » et il ne se passe rien. Alors, il y a de quoi se poser ces questions. Il y a quelque chose qui cloche, il y a un truc qui manque encore. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. On peut constater cette carence ou cette absence. Ça marche ? Cette carence ou cette absence. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Moi, je pense que la réponse, c'est parce que l'intérêt financier, et puis aussi parce que nous sommes dans un système on va appeler ça la société du spectacle, pour envoyer à deux bords, mais un système médiatique. Mais on pourrait je pense que ce n'est pas les médias en tant que tels. On pourrait en faire autre chose des médias. Mais moi, je l'ai vu, ma parole dans les médias, elle a été quand même... j'ai eu énormément d'espace et j'ai pu m'exprimer malgré tous les pièges qui m'ont été tendus par les journalistes. Et je pense qu'il y a de la place pour faire un travail politique dans les médias. Mais les politiques, eux, instrumentalisent les médias, qui les instrumentalisent aussi, et qui jouent sur l'aspect purement de communication, et qui leur rapporte plus de voix que de faire un discours politique. Cela dit, moi, c'est pour ça que je fais ce groupe de réflexion. Je pense qu'il y a un tel marasme politique, et je rencontre tellement de gens qui sont prêts. Mon livre a très très bien marché,
Le deuxième, pas du tout, mais c'est de la philosophie, donc je m'y attendais un peu, puis j'ai pas eu la même couverture. Ouais. Mais je sais qu'il y a une attente, en tout cas en France, je la ressens, il y a une attente très forte, mais ce qu'il faudrait, c'est pouvoir y répondre par un programme sérieux, construit, élaboré. Et je pense que quand cette parole sera présente, et pas un discours d'extrême droite, qui est un discours en fait catastrophiste, et qui ne présente aucune solution, et qui va même renforcer toutes ces fractures. Mais même parmi ces gens-là, il y a des gens qui viendraient, je pense, qui viendraient à une parole vraiment politique et organisée. Moi, j'en suis convaincu. Une question ? Oui. Voilà. En cherchant un petit peu des informations sur vous, parce que je vous ai suivi déjà depuis pas mal de temps, je suis tombée sur un article paru dans Libération et je voulais avoir une information de votre part, parce que je vais peut-être mal m'exprimer, mais j'ai le souvenir, vous avez parlé de l'Académie de Versailles, mais j'ai le souvenir dans cet article qui parlait d'un procès et qu'il vous disqualifiait en disant que le jugement avait classé en non-lieu parce que les menaces que vous évoquiez finalement n'existaient pas, il n'y avait pas suffisamment de preuves. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus, parce que je n'ai pas bien compris. Oui. Bon, alors, j'ai été convoqué par la police judiciaire au mois de février 2021. Et les policiers, à ce moment-là, m'écoutent parce que la journaliste a déposé, a dit qu'il y avait un danger pour moi. Voilà. Je sais quelle personne, puisque je connais le milieu de trappe, et je vois les images, et elle me dit c'est un tel. Donc je sais que c'est quand même assez dangereux pour moi. Les policiers me disent il faut porter plainte. Je le fais. Mais moi, je n'ai jamais, et je l'ai toujours dit, j'ai toujours été très clair sur les plateaux, personne ne m'a menacé en direct. Personne m'a dit, mais pareil pour Samuel Paty, personne n'a dit il faut tuer Samuel Paty. Il suffit de dire vous êtes islamophobe et raciste, et c'est bon. Et d'ailleurs, l'article de Libération m'a fait non seulement ça, mais en riant, en me présentant comme un imposteur, en fait, il contribue à me mettre en danger. Voilà. Alors oui, la plainte a été classée sans suite et les policiers m'avaient expliqué qu'on prendrait les propos de racistes et d'islamophobes qui étaient tournés contre moi comme des opinions et non pas comme la manifestation d'un délit. Voilà. C'est pas moi qui décide. Alors ça, les journalistes ont menti en revanche là-dessus parce qu'ils feraient leur travail, ils pourraient le savoir. Or là, au minimum, c'est de la mauvaise foi, sinon du mensonge. Ce n'est pas moi qui décide. Et quand bien même je crierais « Ah, je suis menacé », la police, elle ne vous donne pas une... Vous savez, j'ai beaucoup parlé avec les policiers. Le service de la protection des personnalités, c'est un service qui est encombré aujourd'hui en France. Il n'y a pas beaucoup de place. Et il faut vraiment que la cellule qui s'appelle, au ministère de l'Intérieur, qui s'appelle l'UCLA, qui évalue... Elle a une échelle même, je ne veux pas trop préciser parce qu'après, et les dispositifs j'ai appris, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Voilà, il y a une évaluation du danger et elle est donnée, cette évaluation, pas par la personne qui se sentirait menacée. Après, vous avez des personnes qui sont réellement menacées et qui ne sont pas protégées. Et je crois d'ailleurs savoir qu'il y en a dans cette salle. Donc, c'est la responsabilité de l'État. Dans mon cas, si vous voulez, l'État m'a accordé une protection parce que j'aurais été assassiné en pleine campagne. Je passais sur la télé tous les, je sais pas, 3 jours, même un peu plus. Ça aurait fait tâche pour le gouvernement. Est-ce que j'ai répondu à votre question de manière satisfaisante ou pas? Oui, mais ça en amène une autre, mais pas seule. Voilà, merci, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Je trouve votre parcours et votre pugnacité, votre enthousiasme extraordinaire, je tenais à vous le dire. Ensuite, j'avais une remarque sur le déni. Alors, on a parlé du déni du rectorat, de la minimisation du rectorat, le déni du politique, et aussi, j'ai l'impression que vous n'avez pas été très soutenu par vos collègues qui mettent sous le tapis, etc. Et en fait, j'ai l'impression que
à partir du moment où on sort du déni, on a deux choix. Bien on agit, bien on vit avec une dissonance cognitive, quelque chose qui... Donc, sortir du déni impose d'agir, et quand on ne sait pas quoi faire l'étape d'après, on préfère faire semblant. Ça, je pense à tous les niveaux à tous les niveaux. Alors, ensuite, j'avais une question. J'ai l'impression que l'inculture et la paresse jouent un grand rôle, en particulier auprès des plus jeunes. Parce que quand j'entends les discours qui circulent, il y a vraiment vraiment une inculture quant à l'histoire, quant aux valeurs, etc. Donc ça, je voulais savoir votre point de vue là-dessus, et si c'est le cas, que faire? Et ensuite, j'avais une question un peu plus personnelle. Avant d'écrire votre lettre, quand elle est sortie dans l'Obs, est-ce que vous en avez parlé avec vos proches, vous en avez parlé avec vos collègues, parce que sortir publiquement, ça reste, peu importe le sujet, ça reste quelque chose de risqué, et si c'est un sujet en plus sensible ou important, alors ces deux questions-là, la paresse et l'inculture, et puis le processus par rapport au... La paresse et l'inculture, c'est le guide de tout ce qui se passe actuellement. Juste un mot sur le déni. Je pense qu'il n'est pas de même niveau chez les journalistes, les politiques, les responsables administratifs, parce qu'il y a des politiques qui savent très bien. La politique du rectorat, ils savent quels professeurs ils ont déjà déplacés. Donc on ne peut plus parler là de déni, mais vraiment d'une occultation du réel et même d'une manipulation. Le préfet, la lâcheté bien sûr. Et d'ailleurs je l'ai écrit un peu plus tard dans plusieurs tribunes, notamment au Figaro ou au Front Populaire, j'ai écrit des tribunes sur ce thème de la lâcheté. Concernant mes collègues, je suis un peu partagé parce qu'à la fois je me suis senti très seul, mais quand le maire de Trappes est venu tracter, ce qui est un viol de l'espace scolaire, c'est normalement le ministre de l'Éducation nationale aurait dû faire des poursuites pénales. Pour ça, il ne l'a pas fait, parce que l'acte a été... il y avait des témoins, il est venu tracter pour mettre en cause qui j'étais en disant que je nuisais à l'avenir de mes élèves. Ce qui est vraiment un comble. Donc, au lieu de vous soutenir. Oui, alors que 2 ans avant, on avait un gros projet avec beaucoup d'argent. C'est vrai que le ministère avait commencé à prendre conscience, parce que bon, je n'ai pas évoqué tout ça, mais en fait, je vais avoir très tôt des liens avec le ministère de l'Intérieur, parce qu'ils comprennent que j'ai vu des choses à Trappes, donc on teste. Je viens pour tester des pièces de théâtre, donc je suis un petit peu en relation, et j'en ai pas parlé, mais je fais un gros boulot de prévention dans mes classes avec des gens qui sont agréés par la préfecture et le ministère de l'Intérieur. Et je suis peut-être le prof qui en a fait le plus avec plein d'expérimentations différentes. Et c'est aussi, moi, ça m'a enrichi de faire ça. Donc si vous voulez, j'ai ça. Et puis le préfet va me lâcher aussi pour des raisons politiques, parce que derrière, je pense qu'il y a des amitiés politiques, parce qu'il y a du clientélisme aussi dans le département. C'est complexe. D'ailleurs, j'aurais pu, et je me réserve le droit de le faire, mais poursuivre en justice le préfet qui m'a énormément nui, en fait. Oui. Je ne vais pas donner de nom là maintenant, mais oui, on peut... Français dans la salle. Voilà. Donc, sur le thème du déni, je pense qu'il faut vraiment... nuancé, et je pense qu'on a un peu passé cette... Mais d'ailleurs, c'était mon premier article dans l'Obs pour la communauté, c'était un livre, ça s'appelait, je ne veux pas dire que c'est moi qui ai lancé le terme de déni, mais quand même, je l'ai bien propulsé. C'était juste après la publication c'était ma première publication publique, c'est un pléonasme, un livre contre le déni. La communauté. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était un livre contre le déni. Après, je pense que on est au-delà du déni. On est déjà dans un enfermement idéologique pour certains, et pour d'autres, par une manipulation politique. Voilà. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, il connaît, il a les chiffres, il sait tout du terrain. Donc, on ne peut pas lui... Et puis d'ailleurs, il partage avec moi certaines valeurs, donc on ne peut pas parler là de déni. C'est autre chose. Voilà. Sur l'instruction,
j'ai une réponse très simple à vous faire. C'est le métier du professeur d'instruire des élèves qui ne savent rien. Et moi, j'ai vraiment confiance dans la transmission. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des élèves qui ne savaient rien ou qui avaient d'énormes préjugés. Et quand on fait bien son travail de prof, ça va assez vite, en fait. Vraiment, ça va très, très vite. On peut donner le goût de la lecture. Même des élèves... En fait, le gros obstacle, c'est que souvent... Les élèves se perçoivent comme stupides. Ils n'ont pas assez confiance en eux. Et dès qu'ils découvrent leur propre esprit et qu'ils se mettent à penser, à ce moment-là, ça va très très vite. Et ils se transforment. Je vous assure, moi j'ai vu des élèves qui me disaient « je ne comprends pas, je fais une dissertation de philosophie et je conclus ma dissertation par le contraire de ce que je croyais au départ. » Ben voilà, c'est très bien, ben voilà, c'est ça. Et moi, j'ai jamais vu l'ignorance comme un... C'est mon boulot de travailler avec ça et d'en faire quelque chose. Enfin, c'est pas ça, j'ai pas compris alors. Non. Que les gosses soient ignorants, c'est pas eux qui sont responsables. C'est le système d'enseignement actuellement, ça fait une vingtaine d'années qu'on a complètement réformé, 20, 30 ans, la manière d'enseigner, on a vidé certains de leur contenu et de leur méthode. La méthode scientifique, voilà. De façon générale, la rationalité. On a favorisé tous les cours scientifiques, maths, physique, chimie, etc., au détriment de tout ce qui est littérature, philosophie, histoire, toutes les sciences humaines. Voilà, tout ça est passé, est secondaire. Et on doit absolument former des jeunes qui vont être utiles à la société dans le domaine des sciences, et tant mieux. Mais je trouve qu'un humaniste, c'est une formation qui est générale. Les secondaires, on donne une ouverture d'esprit aux enfants, et après ils en bénéficieront à l'université. Mais on a vraiment baissé les contenus. Qui plus est, les enfants ne savent plus lire. On ne les fait plus lire en primaire. On leur donne des programmes gigantesques, ils ne savent pas lire à 8 ans. J'ai des de 18 ans qui n'ont pas la vitesse de lecture. Donc ils n'aiment pas lire, et fatalement, puisque c'est un problème pour eux. Oui, mais alors là, on va se lancer dans un très très grand débat sur la culture numérique aussi, et la destruction de l'attention, du rapport au monde sensible. Je pourrais vous en raconter. Par exemple, juste une anecdote, celle-là je la fais souvent, mais en classe, j'explique à mes élèves ce que c'est qu'une métaphore. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une métaphore. Donc je leur dis, j'arrive à l'automne de ma vie, comme exemple. Ils ne comprennent pas la phrase. Et pourquoi ne comprennent-ils pas la phrase? Mais alors là, j'étais vraiment surpris. Parce que c'est le mot automne qu'ils ne connaissaient pas. Automne, c'est-à-dire le rapport sensible au monde, ils ne l'ont pas. Parce que c'est les écrans. Voilà. Après, quand on identifie les problèmes, on peut toujours trouver des solutions. Et là, moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut refonder l'éducation nationale. Il faut en faire un ministère de l'instruction et de la culture. Moi, je reviendrai à ce qui se faisait à la Troisième République et je reprendrai le programme de Malraux et je démocratiserai. C'est ce que je fais aujourd'hui dans mon nouveau métier, d'ailleurs, plus ou moins, à une autre échelle. Mais je reviendrai à ce programme-là. Mais là, il faudrait tout revoir, les programmes, les horaires, les notes, enfin, revoir la pédagogie. Et ça, c'est un débat. Et le troisième point, donc, c'est... C'était sur quand vous avez fait votre lettre, vous avez pris position publiquement. Comment ça s'est passé par rapport à vos proches? Oui. À ce moment-là, quand j'écris ma lettre, je la transmets à une collègue de lettres il y a 2 personnes dans le lycée avec qui j'ai une très bonne communication, qui m'ont accompagné à certains moments où on est allé ensemble à des meetings ou à des moments où moi je découvrais, parce que encore une fois, moi je viens de ce monde-là, pas du tout. J'aime la poésie avant tout. Et quand j'étais étudiant, je passais 2 ans à la Bibliothèque nationale Richelieu à exhumer des vieux manuscrits clandestins du XVIIe siècle. Alors la libre pensée, elle est venue de là sans doute, mais le scepticisme, voilà, c'est mon univers, c'est pas du tout la politique. Enfin, ça a un lien, bien sûr. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ma collègue m'a dit il faut prévenir tout de suite le commissaire de police de la ville parce que tu te rends bien compte que ça va avoir des conséquences. Et donc je fais mon devoir de professeur, j'informe mon chef d'établissement pendant les vacances, avant que ma lettre soit publiée. Je lui dis voilà, je vais publier une lettre qui risque d'avoir un effet.
à vous d'en décider, est-ce que vous contactez ou pas. Et j'arrive à la rentrée, il vient me saluer, il me dit, il est très très content de la lettre à ce moment-là, et il me dit, j'ai fait le nécessaire auprès du commissaire de police. Mais après, c'est très trouble ce qui s'est passé, parce que j'ai découvert plus tard que on m'a dit que c'était l'éducation nationale, après on m'a dit que c'était le ministère de l'Intérieur, et finalement j'ai appris que ça s'était produit plutôt à l'initiative de la police elle-même. C'est-à-dire que je pense que les policiers, ils ont été échaudés par ce qui s'est passé avec Samuel Paty, et qu'ils se sont dit, bah, pas un deuxième, surtout que celui-là, ils me l'ont dit aussi en face à face, ils m'ont dit, bon, bah, vous parlez, on veut garder votre parole, quoi. Vous êtes précieux. Si on vous perd, c'est mauvais aussi pour nous. Donc, et je pense qu'il y a aussi ce lien avec la police qui a été très fort pour moi. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, un monde de gens que parce qu'on voit les policiers de la rue, mais les policiers, les commissaires de police, celui qui m'a interrogé, c'est celui qui a fait le relevé du corps de Samuel Paty, hein. Ce sont des gens qui ont une très haute conscience de leur mission républicaine et qui malheureusement, du fait de leur fonction, ne peuvent pas s'engager politiquement, mais qui sont des gens vraiment remarquables. Je dois le dire, hein, et moi je dois saluer le travail de la police, parce que peut-être je ne serais pas là aujourd'hui s'ils n'avaient pas fait leur travail. Je ne dirai rien. Alors, voilà. Qui est professeur aussi. Oui, voilà. Alors, merci pour votre témoignage qui me touche beaucoup, parce qu'il y a pas mal de similarités en version plus jeune entre votre parcours. Je suis enseignante aussi de philosophie et citoyenneté, c'est en Belgique, c'est philosophie et citoyenneté avec des élèves avec un parcours socio-économique difficile. J'enseigne que depuis 5 ans, mais l'histoire de Samuel Paty m'a énormément touchée. Et je me souviens avoir passé une semaine entière à avoir parlé avec mes élèves de ce fait d'actualité-là. Et j'ai entendu des propos comme ça, oui, mais c'était mérité, etc. Et donc là, j'ai vraiment eu des échos dont je ne percevais pas la portée. Et donc, vous aviez parlé tout à l'heure de signes qu'on voit en classe. Alors je pense que je les vois. Maintenant, ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur les signes propres à pouvoir repérer en classe chez les élèves. Puis après, que faire? Parce qu'évidemment, j'essaye aussi de développer l'esprit critique, de dialoguer avec eux. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a l'enseignement que eux ont en dehors. La famille, la communauté, plein d'autres, les réseaux sociaux. Et donc moi je viens avec la figure autoritaire de l'enseignant qui ne comprend pas d'où ils viennent, etc. Et donc ils ne me prennent pas au sérieux, ou voilà, ils vont voir un peu plus loin. Et donc c'est assez compliqué. Donc j'aimerais avoir votre avis sur ces signes. Voilà. Et que faire alors après, les signes après sur le terrain aussi directement, vous voyez. Alors les signes, ça peut être la contestation du propos, enfin, ou du cours, ou de la rationalité. Et moi, je trouve que la contestation, c'est un très bon signe, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir engager un dialogue, une discussion. Et tant qu'on a affaire à de la contestation, moi, je suis ravi. Et d'ailleurs, j'ai toujours accordé à mes élèves le droit de penser autrement que moi. Et toujours, à chaque fois, je leur ai dit, bon, on ne va pas forcément se mettre d'accord maintenant, mais ce n'est pas grave, au moins on est d'accord sur le fait qu'on peut ne pas être d'accord. Et voilà. Et c'est déjà ça que je leur enseigne. Et ils comprennent aussi qu'on peut avoir du respect pour la personne, même si on ne partage pas ses idées. Et je pense que ça, c'est le premier point, parce qu'on gagne aussi leur confiance ainsi. Après, il faut être vrai dans sa parole. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, à la fin d'un cours, des élèves m'ont demandé « Monsieur, qu'est-ce que ça, c'était l'année avant que je quitte l'enseignement, qu'est-ce que vous pensez du voile ?» C'était dans une classe de jeunes filles, classe socio-médicaux. Je leur ai dit pour moi, c'est un emblème d'une conquête d'un territoire, une façon de rendre visible une communauté qui est hostile à une autre, et qui est un signe qui renvoie à un programme non seulement d'inégalité entre les hommes et les femmes, mais un programme totalitaire, et j'explique ce que c'est que le totalitarisme, etc.
évidemment, quand je fais la comparaison avec le nazisme, ça devient extrêmement difficile. C'était des jeunes filles qui portaient le voile sitôt le portail passé. Je leur ai dit, ben voilà, mais elle m'explique, mais non, pas du tout, monsieur. Je lui dis, ah bah oui, je comprends très bien. Bon, on en discutera un peu plus tard, réfléchissez. Mais voilà, je n'insiste pas non plus pour les convaincre. Je leur donne mes arguments et je leur dis, réfléchissez. Ces jeunes filles sont venues me voir, je sais plus, 4-5 mois plus tard. Elles m'ont dit, depuis que vous nous avez parlé de ça, monsieur, parce qu'à côté, on faisait quand même de la philosophie, hein, donc ce n'était pas le sujet du cours. Et d'ailleurs, je leur avais dit, attention, ça c'est en dehors du cours, c'est parce que vous me posez la question, mais moi je ne veux pas que ça déborde sur le cours. Elles ont réfléchi, elles sont venues me voir, elles m'ont dit, on en a parlé tous les jours, parce que c'était une parole évidemment très forte, et finalement, on a changé d'avis. On a changé d'avis. Voilà, elles ont changé. Voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est enseigner l'autonomie de la pensée, mais pas forcément un contenu de pensée, gagner un contenu de pensée. Est-ce qu'elles ont enlevé le voile? Oui. Oh. Après, je ne suis pas derrière pour vérifier, mais... C'est pas pareil, changer d'avis et... J'ose espérer qu'elles l'ont retiré, mais c'était encore à une époque, je pense que c'était encore possible. On devait être en 2019 ou 2020. 2021, c'est ma dernière année, et là, je n'avais plus les mêmes élèves. C'était plus, parce que la plus les mêmes. pression communautaire, on l'a vu avec la jeune Ménel, la pression communautaire était considérable. C'est-à-dire qu'on peut effectivement changer d'avis, mais ne pas pouvoir... à agir dans le sens de son avis. C'est un problème communautariste. Oui, à Trappes, il n'y a pas de problème pour une jeune fille qui n'est pas d'origine maghrébine pour entrer dans un café, mais une jeune fille maghrébine et qui habite Trappes, si elle rentre dans un café, elle est insultée. De toute façon, c'est même pas envisageable. Même fumer une cigarette au balcon, c'est pas envisageable. Et je me souviens même quand je faisais mes visites avec ma petite association auprès des collèges, d'une jeune fille de classe de seconde qui me dit « Mes parents ont divorcé, elle était musulmane, elle me dit « Je suis musulmane, je vois très bien. » Et elle me dit « Mes parents ont divorcé, maintenant je vais vivre 15 jours chez mon père à Rambouillet, donc dans une petite ville plutôt très différente de celle de Trappes, un peu provinciale. » Et elle était ravie parce qu'elle n'en pouvait plus de cette pression, de ce regard constant. Et vivre dans... Et en fait, c'est plus les lois, c'est ce que j'ai dit, hein, je l'ai dit de façon brutale, les lois de la République ne s'appliquent plus dans ce lieu. Ce n'est pas non pas pour les stigmatiser, mais pour dire le réel, c'est tout. Les lois de la République ne s'appliquent. Pourquoi? Parce que la pression communautaire est telle que, en fait, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, oui. C'est là les limites de la discussion. Madame voulait justement peut-être une méthode pour essayer d'engager une conversation, arriver à convaincre, y compris de n'être pas d'accord. Mais c'est là la limite de l'exercice. C'est-à-dire qu'en classe, c'est possible, mais dès qu'on sort de la classe, on rentre dans un autre système de loi. Oui. Il ne s'agit pas, je suis d'accord, il ne s'agit pas de convaincre une personne que la laïcité, c'est bien. Je pense que ça, ce n'est pas une bonne méthode. Je pense qu'il faut faire respecter le cadre laïque de l'enseignement. Il n'y a pas de mathématiques. Les mathématiques, c'est la rationalité. Et la philosophie ou les lettres, c'est des formes. Il n'y a pas à y toucher. Voilà, il faut défendre le statut de nos sciences et de nos humanités. Mais on n'a pas à tenir... Enfin, moi, je pense que c'est nous desservir que de tenir un propos pour essayer de convaincre que ce sont des bonnes idées. Je pense qu'il faut le manifester en acte, plutôt, et après, c'est une question politique. C'est la question de la loi. C'est la question de la loi. Et comment cette loi s'applique. Et parce que là, je veux dire, enfin, ça serait de l'endoctrinement, à la fin, d'aller voir ces élèves en leur disant « vous devez penser comme nous ». C'est pas... La laïcité, c'est quand même... On ne doit pas dire que la laïcité, c'est bien. Et là, si, c'est bien. C'est ce qui leur permet, c'est ce qui leur... Il faut expliquer, il faut revenir, il faut que la laïcité soit déjà bien comprise.
Et c'est pour ça que beaucoup de gens se posent à la laïcité, parce qu'ils n'en comprennent pas le pourquoi. Oui, mais il y a les conditions. C'est un recul historique qui montre que si on est allé laisser lutter d'abord contre toutes les guerres de religion, les oppositions, et permettre à toutes les religions d'exister sur le même pied, qu'on a abouti à ça. En France, en premier lieu, la laïcité, la neutralité, ça prend des noms différents selon les pays, mais avoir séparé la loi de celle de Dieu, c'est quand même un progrès considérable qui leur permet de tous vivre dans un même pays, et ça leur donne cette liberté de porter la foulard si elles veulent dans la rue. En fait, c'est ça, on doit vous dire qu'on doit défendre nos valeurs, mais la laïcité, ce sont nos valeurs, c'est l'humanisme, on doit le défendre et leur démontrer, pas leur imposer, mais leur démontrer que c'est ça qui leur permet d'être libres et heureux et de vivre en paix, parce que la démocratie et la laïcité, c'est des sociétés où l'on peut, si on les pratique et on les applique, vivre en paix, en communauté, autour d'un projet commun. Et c'est ça qu'on doit travailler. Pour le reste, tout ça relève de la vie privée. Alors, il faut être convaincu aussi que c'est un mot. Je ne suis pas une laïcarde. C'est pas la mais même je ne sais chose. pas ce terme que j'utiliserais. C'est un terme, d'ailleurs, qui a une histoire. Hein. C'est l'extrême droite. Donc je vois bien toute l'histoire de la laïcité. Alors, c'est pour répondre un peu aussi à... je vais juste répondre rapidement, et puis je vous laisse la parole. Mais je pense que c'est pas sur le plan d'un débat abstrait que l'on peut gagner ces élèves, parce qu'il y a les conditions de la compréhension. Quand vous êtes élevé dans un milieu dans lequel vous percevez les autres comme des ennemis, parce que c'est ça au fond qu'on leur inculque, c'est pas sur ce plan-là que ça va se régler. Voilà, et c'est pour ça que, alors vous pouvez lire, hein, j'en ai écrit sur la laïcité moi aussi, j'ai proposé des définitions, j'ai même été invité l'année dernière à l'Assemblée nationale, il y a 2 ans, pour en parler et présenter, mais en fait, c'est pas, comment dire, il y a les conditions des idées, ce ne sont pas les idées en elles-mêmes, si correctement exposées soient-elles, qui vont gagner les consciences. Non, mais c'est ce qu'on fait, c'est pas seulement les idées, vous avez tout à fait raison, mais je pense qu'il faut d'une manière ou d'une autre continuer à défendre ce concept de laïcité qui permet de vivre en paix. C'est pas le concept qu'on défend, c'est la réalité en acte de la laïcité. Mais vous avez dit quelque chose qui est important, il faut être vrai avec ces élèves, c'est certain, et créer un climat de confiance qui fait qu'à partir du moment où on leur en parle, ils vont peut-être y attribuer de l'intérêt et du crédit. J'ai des élèves, mais ça c'était en 2017, j'ai une élève en classe qui dit la laïcité c'est contre nous. Elle le dit, vous pouvez le voir parce que ça a été filmé, enregistré. Elle le dit, et elle le dit alors qu'en classe, elle est très contente, ça se passe bien, etc. Je laisse passer le temps parce que je me dis non, je ne vais pas tout de suite aller la titiller là-dessus. Non, et puis je mets à sa place aussi, je comprends pourquoi elle a dit ça. Donc j'attends, et 3 mois plus tard, je lui dis, mais dites, je me souviens que vous avez dit ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Alors elle y va, hein. Et c'est là que je lui explique le principe de la laïcité, que je l'invite à réfléchir. Mais après, elle me dit, oui, monsieur, vous avez raison. Voilà, elle est revenue sur sa conception que la laïcité, c'était un truc contre les musulmans. Mais cela dit, maintenant, les profs dans mon lycée attrapent, c'est ce qu'ils pensent, hein, majoritairement. Ils pensent comme les élèves. Donc, si vous voulez... Donc, mais bon... Voilà, mais ça c'était possible, je pense à cette époque-là. Je sais qu'à Trappes, après, c'était même plus la question. Puisque je vous dis, j'avais des élèves qui ne pouvaient même pas me dire ça, puisqu'eux, ils me percevaient comme un ennemi. Donc là, c'était terminé. Pardon. C'était juste ce que je voulais dire, c'était en réponse, enfin vous l'avez déjà dit, formulé, c'était que en fait, la laïcité, en fait, elle se pratique d'abord avant effectivement d'être, je dirais, un concept, disons, philosophique ou intellectuel, un concept tout court. Et que, en fait, la laïcité, elle se pratique dans le cours de maths sans qu'on dise que... C'est voilà. ça. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que quand même, il y a eu, jusqu'à il y a une trentaine d'années à peu près, que c'était intériorisé, en fait, par à la fois les professeurs et les élèves. C'était quelque chose... Je dirais, alors, c'est un terme pas du tout adapté, mais de naturel au sens de totalement, effectivement, intégré et qui
justement se pratiquaient et n'avaient pas besoin. Et le simple fait, mais bien sûr il faut réagir et on a raison enfin, surtout quand on est directement interrogé, de réagir, d'expliquer et tout. Ça, on a raison de le faire. Mais le simple fait qu'on soit obligé de le faire est déjà une preuve de quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire l'absence en fait de la loi. Elle est réellement absente. Le grand vide. Et ce grand vide, alors il date, mais j'incrimine personne, je dis de Mitterrand, mais c'est pas la personne que j'incrimine, mais des années 80, où on a vu à la fois la conversion à la mondialisation libérale et l'absence de politique qui a été transformée par un discours un peu moral et moralisateur. Et là, on a vu les choses, et je me souviens très bien la fameuse, la marche dite, je dis bien dite des beurs, qui date de 83 ou 84, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. C'était une marche pour l'égalité, je m'en souviens. Et traduction des médias, la marche des beurs, ça je m'en souviens, ça m'avait frappé. C'est-à-dire qu'immédiatement, ça a été, parce que c'était un slogan, que ça faisait bien, que je sais pas, ça faisait mieux que le vieux concept d'égalité qui faisait un peu, je sais pas quoi, un peu ringard ou un peu fourre-tout. Et ils ont rebaptisé ça la marche des beurs. Et c'est parti sur, comment touche pas à mon pote, enfin tous ces mouvements, et puis le mouvement, j'arrive plus, le mouvement SOS Racisme, enfin, etc. Tous ces mouvements un petit peu, très bizarrement moraux de type, enfin un discours en tous les cas un peu de type moralisateur, le discours politique ayant été complètement abandonné, et étant devenu vide, et ça fait 30 ans, enfin même 40, hein, les années 80 c'est 40 ans, donc ça fait à peu près 40 ans que, il dit rien, quoi. Il dit rien, il dit des grands principes moraux, de type moral, en général quand on a des discours politiques, c'est des incantations, et des incantations qui masquent un vide, quoi, qui vont de pair avec le vide pratique. Et c'est là qu'est, à mon avis, la difficulté. Et je pense que l'islam s'est engouffré dans le grand vide, quoi. Et vous parliez d'élèves qui s'opposent, mais ça, je dirais, c'est presque le bon cas. Oui. Les cas les plus difficiles, c'est une espèce d'hostilité sourde dans laquelle il n'y a pas d'opposition franche, d'opposition nette, mais où on sent qu'ils sont ailleurs, quoi. En fait, ils sont ailleurs. Et cet ailleurs est insaisissable. Oui, enfin, je veux dire, on n'y a pas accès, quoi. On n'y a pas forcément accès directement, frontalement. C'est pas frontal, l'opposition, mais elle est réelle. Et on voit bien, enfin, tout ce qu'on appelle en France les quartiers sensibles, avant, jusque dans les années 80, à peu près toujours la même chose. Il y avait la présence du Parti communiste, enfin des communistes qui s'occupaient des problèmes, je dirais, sociaux, économiques. Je sais pas, ils remplissaient des formulaires administratifs, ils les aidaient dans leur vie quotidienne, etc. Puis de l'autre côté, selon les régions, il y avait les milieux plus catholiques qui s'en occupaient aussi. Les deux ont disparu et ont été remplacés plus ou moins par les mouvements islamistes. C'est vraiment ce grand vide-là auquel on assiste. Tout à fait d'accord. Moi, je ne suis pas en accord avec ça, parce que je travaille sur le frérisme depuis pas mal de temps, et j'ai au contraire l'impression que le frérisme est arrivé avant cette espèce d'antiracisme, de pseudo-antiracisme, qui a dépolitisé le débat. Qu'ils ont travaillé très très activement à vider en fait l'espace public avec des gens, des clientélistes, des élus qui étaient tout à fait complices de ça. Donc je pense que aujourd'hui on voit on appelle ça le wokisme, se servir des damnés de la terre et se servir des musulmans, mais les musulmans jouent très bien ce rôle, parce que ce rôle il a déjà été pensé dès les années 60 en fait, même peut-être avant, hein. C'est le premier mouvement décolonial, le frérisme, donc en réalité je pense que les mouvements vont de concert. Je serais plutôt, mais c'est normal parce que je travaille dessus, je suis plutôt dans l'idée que le frérisme a produit en fait ce décrochage très profond, et l'a produit très activement avec la complicité de quelques-uns de nos élus, avec aussi la complicité des Américains qui ont joué un rôle considérable dans le changement ou dans
dans le dénigrement de la laïcité, de ce que l'Europe avait produit aussi, de très consistant sur le plan philosophique. Et donc, ce sont ces deux forces-là vraiment qui nous ont épuisés, et on voit bien que nos élus ne prennent pas notre défense. Pour nous mettre d'accord, peut-être, je pourrais dire que la politique a horreur du vide. Voilà. Oui, il y a juste. Et ça, parce qu'en fait, il a tout à l'heure dit. Ah, pardon. Et après, je te passe la parole. Non, mais moi, la c'était parole. un petit truc. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc, ça marche, ça fonctionne. bonsoir, monsieur le maire. Donc, vous avez parlé aussi bien de l'islamisme que des idéologies identitaires comme le wokisme. Ayant grandi dans des lycées plutôt qui n'ont pas de difficultés socio-économiques et avec des options qui me permettaient d'être avec des gens qui, disons, beaucoup de filles d'enseignants ou de personnes qui, a priori, ne sont pas portées vers ce qu'ont suivi vos élèves, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que on a quand même l'adhésion à une rhétorique similaire à celle à laquelle vous faites référence sur les damnés de la terre, sur ils l'ont bien cherché, s'ils ont subi telle ou telle chose, sous prétexte d'antiracisme, d'islamophobie. Donc finalement, même pour des élèves qui ont une certaine facilité à comprendre la philosophie, la culture, l'histoire, il y a quand même cette porosité-là. Donc comment inculquer des repères vraiment consistants intellectuellement, alors même que même pour les élèves qui comprennent facilement ce qu'on leur inculque. Bon, là, il faudrait faire un cours de philosophie sur ce que c'est que la morale et expliquer, enfin moi c'est ce que je faisais ce cours parfois, le mécanisme de la bonne conscience, qui est un mécanisme terrible, qui consiste à agir non pas en vue du bien, mais en vue de se regarder bien faire et de s'en féliciter, qui est une perversion au fond de la morale. Et je pense que cette perversion, elle est facile à inculquer. Et dans une société aussi où les relations de solidarité et de reconnaissance n'existent plus, il faut bien trouver des compensations narcissiques. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui est vraiment touchée, comme elle l'a été d'ailleurs auparavant. Enfin, je veux dire, vous avez aussi des générations qui se sont enthousiasmées pour le totalitarisme. Hein. Et en France, on a une vraie tradition pour ça. Le Parti communiste, quand même, c'est pas rien. Le point n'a toujours pas été fait. Moi, quelquefois, même quand je renvoie dos à dos le nazisme et le communisme, je peux vous dire, pas les militants, pas les personnes. Moi, j'ai connu des personnes communistes qui étaient des résistants, qui étaient des personnes très bien, si vous voulez. Mais le communisme, c'est un totalitarisme accompagné d'une très bonne, de la bonne conscience. Hein, et ça perdure aujourd'hui. Donc, dans les milieux de la gauche, je pense que la gauche a été très sensible au mécanisme de la bonne conscience, notamment sous les années Mitterrand, puisque ça a été le ressort principal. Mais ce n'est pas nouveau non plus. Mais je pense que c'est un mécanisme qu'il ne faut pas négliger. D'ailleurs, dans mon livre sur la petite philosophie de la nation, je termine mon livre avec une hypothèse un peu psychanalytique sur comment, je me suis posé la question, je pense que les philosophes n'ont pas posé cette question jusqu'à présent, c'est le seul parti vraiment original de mon livre, mais comment se fait-il que, le reste c'est de la synthèse et j'apporte un éclairage, disons, de professeur, mais comment se fait-il que cette pensée totalitaire puisse aussi bien pénétrer dans une culture qui est quand même apparemment tout à fait contraire. Et là, j'ai réfléchi à des mécanismes comme le déni, comme la culpabilité. Et j'ai réfléchi un petit peu à ça, j'ai essayé d'articuler tout ça. On va prendre une dernière question. Moi, c'est juste une petite chose. J'ai bien compris que vous aviez eu beaucoup de problèmes, mais au départ,
Enfin, moi, j'aurais voulu vous avoir comme professeur. Je suis plus âgée que vous, donc c'est un rêve, mais vous dégagez tellement quelque chose d'humain, de bienveillant. Alors je me dis, dans vos élèves, puisque j'entends que certains élèves réfléchissent et vous n'allez pas frontalement, vous les laissez cheminer, vous n'avez pas eu un soutien aussi de la part de jeunes qui se sont dit ce qui est en train de se passer là, pour notre professeur, c'est pas possible, donc on va manifester quelque chose. Ben, c'est la dernière phrase du livre. Hein. Ah. Je ne vais peut-être pas le déflorer, mais justement, la dernière phrase du livre, c'est une phrase d'une de mes élèves, musulmane d'ailleurs, qui m'a soutenu et m'a rendu hommage. Voilà. Donc, non, je dois dire que j'ai peut-être plus senti de soutien auprès de mes élèves, parce qu'ils avaient compris, ils comprenaient quelle personne j'étais. Je pense aussi que s'il m'est rien arrivé, parce que ça aurait pu m'arriver, s'il ne m'est rien arrivé, c'est parce que je pense que j'avais une certaine réputation dans la ville. J'ai fait quand même 20 ans là-bas, et que mes élèves aussi comprenaient que j'étais d'abord à leur service. Et ça, j'ai toujours montré que j'étais à leur service. Et je crois qu'ils le savent.